Bonjour, déjà je suis très contente d'être présente cette année parce que je devais venir déjà l'année dernière et j'ai pas pu venir pour des raisons personnelles. Donc j'ai complètement revu ma copie. L'année dernière, je m'étais dit je vais faire une petite masterclass et je me suis dit que c'était pas forcément super pertinent et que ça pourrait être intéressant plutôt de vous partager un peu mon vécu réel et ce que j'ai pu rencontrer au cours de mon parcours professionnel. Avant de commencer, je voulais juste poser quelques chiffres pour bien poser le statut du design dans la conception de produits numériques. Donc ces chiffres, ils sont issus d'une enquête du blog du modérateur. Donc j'ai pris cette enquête parce qu'elle est accessible assez simplement sur le web. Elle montre que sur 84 entreprises françaises dans le numérique, environ 73% des entreprises ont mis en place l'UX dans leur stratégie de développement. Donc ça montre qu'il y a un réel engouement sur ce sujet. C'est pas nouveau, mais on voit bien que ça a une part importante pour le développement des produits, que 50% de perte de temps de développement pourrait être évitée grâce à l'UX. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en se posant les questions au départ de la conception, on va éviter de développer des fonctionnalités pas forcément adaptées aux besoins des utilisateurs. On va pouvoir tester aussi des choses réalistes. Donc voilà, ça a plusieurs vertus vraiment de prendre en compte le design, pas seulement pour les utilisateurs, mais aussi pour la conception globale. Et aussi, il est 10 fois plus cher de corriger des problèmes en phase de développement plutôt qu'en conception. On pourra citer par exemple des sujets que vous avez pu voir dans d'autres wikis ou conférences, l'accessibilité. Plus elle est prise en amont, tout comme l'ergonomie et les parcours utilisateurs, et plus on va produire assez rapidement des solutions qui sont plus adaptées au terrain. Une fois ce portrait un petit peu établi, je vais vous raconter donc mon histoire où je suis passée de UX designer à product designer. Alors pour certains, ça veut peut-être dire la même chose, mais je vais vous expliquer un petit peu. Il y a des nuances et ça joue aussi sur la manière d'agir dans l'entreprise dans laquelle on est. Donc moi, juste pour repréciser et recontextualiser, même si j'en reparle tout à l'heure, donc moi je suis aujourd'hui lead UX designer chez Clérop. Ça va faire à peu près 2 ans que je suis chez eux. Et je vous expliquerai un petit peu plus loin ce qu'est Clérop. Avant Clérop, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été dans différentes entreprises, j'ai changé à peu près tous les 2 ans. Donc voilà, j'ai été dans des petites entreprises d'une vingtaine de personnes, des grands comptes, plus de 5000 personnes, dans différentes verticales métiers, des ESN, etc. Et aussi différentes tailles d'équipes de design. Donc j'ai vu pas mal de choses quand même. Et j'ai aussi eu affaire à différents retours sur le design, des phrases un petit peu assassines, blessantes, du genre bah tiens, Fanny va commencer ses ateliers gommettes, ou ah bah c'est Fanny qui fait les dessins, qui design les maquettes. Donc ce genre de phrases-là, quand elles arrivent de front, ne sont pas toujours faciles à accepter. Elles peuvent être douloureuses. Sur le coup, je n'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui, mais avec l'expérience que j'ai acquise, ces phrases-là, en fait, elles sont un peu les témoins de plusieurs choses. C'est que les personnes, déjà, ont une certaine curiosité sur le design. Elles se questionnent. Elles n'ont pas forcément non plus tout compris, puisqu'on voit les réactions. Donc en fait, ça montre les endroits où on va pouvoir intervenir. Donc au début, ça fait mal, mais en fait, en se repositionnant et en essayant de chercher un petit peu ce qui se passe, on va pouvoir aller creuser et se dire, OK, là, il y a quelque chose à faire. Là, on va pouvoir avancer. Donc voilà, faut prendre sur soi et continuer à y croire. J'y suis toujours, donc j'y crois encore. Oups, il y a un petit bug. Et donc là, dans ces moments-là, on inspire et on expire. Parce que je peux vous assurer que ce n'est pas facile. J'ai eu pas mal de tensions avec différentes personnes. Mais voilà, on avance et puis il faut se dire qu'on est tous dans le même bateau. On veut tous la même chose. On veut tous livrer un produit de qualité qui soit le reflet d'un collectif qui a bien travaillé ensemble. Donc après, on va tous avoir des prismes de vue différents, mais on veut tous aller vers le même endroit. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Et après, essayer de prendre du recul. Facile à dire, pas facile à faire. Donc le cas aujourd'hui que je vous présente, donc c'est mon cas très personnel de comment développer une culture design donc dans un environnement qui est très technique, business to business. Donc pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est vraiment une application métier. En start-up, donc dans un contexte assez dynamique qui doit aller rapidement sur le terrain, en télétravail.
totale et en étant la seule représentante design aujourd'hui. Donc ça fait quelques petits challenges à considérer pour avancer dans ce contexte. Clearup, c'est quoi? C'est une start-up qui développe une data platform à laquelle on ajoute aussi toute une brique intelligence artificielle. Donc clairement, un endroit très technique, avec des concepts aussi techniques, mathématiques et autres. Donc voilà, il faut se plonger dans le sujet. Et la mission chez Clearup, quand même, c'est important de le souligner, c'est de démocratiser l'usage de la donnée. Donc là, le design est très important parce que l'idée, c'est que la donnée soit accessible à tout le monde, que ce soit au métier, aux data scientists. Bon, elle est déjà accessible parce qu'ils la connaissent, mais voilà, l'idée, c'est vraiment que tout le monde, toutes les personnes qui peuvent à un moment donné dans leur parcours professionnel avoir besoin d'utiliser la donnée pour des insights ou prendre des décisions, puissent y accéder simplement. Donc il faut que ce soit intuitif. Alors mon parcours chez Clearup, il a eu plusieurs phases. Alors la première, c'est la phase lune de miel. Donc comment ça se déroule? Donc là, je vous la montre un petit peu de façon linéaire, mais il faut voir ça un petit peu comme des itérations. Mais là, c'est plus pour partager avec vous. Donc souvent, quand j'arrive dans les entreprises, ma première étape, c'est enquêter. Enquêter, ça consiste en quoi? Ça consiste à aller voir les différentes équipes. Le développement, le sales, le marketing, les designers s'il y en a déjà en place. D'aller voir tout le monde et de comprendre un petit peu comment ils travaillent avec le design. S'ils ont déjà travaillé avec le design. Qu'est-ce qu'ils attendent du design? Donc, essayer d'avoir un petit peu déjà l'image de où on en est, d'où je pars et qu'est-ce que je dois construire pour les amener avec moi pour adhérer à la culture et repérer les endroits qui sont intéressants à travailler. Se camoufler. Alors là, ça peut être discuté. Moi, c'est ma manière de faire et je me plais dans ce mode-là. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas faire de vagues. J'essaye de comprendre déjà comment les personnes elles travaillent, comment elles agissent, quel processus elles ont. Et en parallèle, j'essaye de détecter les endroits où potentiellement je peux apporter de la valeur. Mais je ne le fais pas tout de suite. Donc ça peut être différentes choses. Ça peut être, tiens, je sais qu'au niveau du design front, il n'y a pas encore le design system qui est en place. Le storybook, il n'est pas complet. Niveau accessibilité, il n'y a peut-être pas des choses en place. Est-ce qu'il y a des personas? Est-ce qu'il y a déjà un brand persona, une image de marque, du copywriting? Donc il y a plein de choses. Parce qu'on parle de dev full stack, mais on a les designers full stack aussi. On peut avoir différentes dimensions sur lesquelles on peut intervenir. Donc une fois que j'ai enquêté, je me suis camouflée, donc j'ai fait un petit peu mon opération sous-marin, l'idée c'est de passer à l'action. Donc tous les endroits où j'ai repéré où il y avait des manques ou des choses sur lesquelles je peux apporter de la valeur, je commence à intervenir. Donc ce que je viens d'évoquer, je crée des personas, je fais le design system, je travaille très fortement avec le front pour que le storybook soit en miroir avec le design system. Et bien sûr, on teste. Des fois ça peut fonctionner, des fois ça ne fonctionne pas. Par exemple, j'avais élaboré un brand persona. Donc le brand persona, c'est pour créer l'identité de marque, pour voir un petit peu quelle est la manière de quelle manière on veut interagir avec les utilisateurs finaux. Et là, l'exercice en lui-même s'est très bien passé, mais en fait, on l'a jamais utilisé. C'est pas grave, on apprend. Il y a des choses qui étaient intéressantes. Moi, j'ai quand même intégré certaines choses. Et quand je fais le design, je conçois avec ça en lame de fond. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent des fois moins adhérer, mais c'est pas grave. Et il faut continuer à avancer et essayer de repérer les endroits où on peut apporter de nouvelles choses. Et là, les montagnes russes. Alors, comme je vous disais, moi, je suis arrivée donc, en tant que senior UX designer chez Clearup. Donc, mon objectif, c'était de développer des interfaces qui soient simples, intuitives, ergonomique, accessible, tous les qualificatifs qu'on connaît. Et je me suis heurtée à un retour business et Fanny, tes interfaces, elles font trop simple. Nous, les clients, les retours, c'est c'est simple votre produit, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose dedans. Donc non, t'arrêtes ça. Maintenant, moi, je veux plein de boutons, je veux un cockpit, je veux plein de choses dessus. Alors là, coup dur parce que c'était pas du tout ma philosophie. Je fais, ok, on va essayer, hein, on va se lancer. Donc là, en fait, cette phase-là était vraiment intéressante parce que
j'ai eu un déclic et je me suis dit, OK, on parle les utilisateurs finaux. J'étais voilà, dans une phase où, pourtant, j'ai eu plusieurs expériences. Et je me suis dit, ce que je fais aujourd'hui, ça ne répond pas à un besoin qui est le besoin business. Avec le besoin aussi de faire de la démonstration. Parce que eux, quand ils sont en phase de prospection et autres, il faut montrer qu'il y en a sous le capot. Et effectivement, si c'est trop simple, dans un milieu technique dans lequel on est, où on veut montrer qu'on a plein de possibilités, la première impression, c'est qu'est-ce qu'il y a en dessous. Donc, j'ai fait un cockpit. J'ai fait un cockpit avec plein de boutons, mais après, c'est de trouver le curseur, donc des moyens de les ranger pour les gens qui veulent pas voir les gros boutons. Donc voilà, après, il y a plein de petites astuces, on pourra en parler si vous voulez plus tard. Mais voilà, je me suis pas braquée, ça a été dur sur le coup, mais j'ai appris et aujourd'hui, j'ai vraiment une vision. Product design, c'est vraiment considérer toutes les dimensions, y compris le business et les enjeux justement de marché, d'attente de prospection. Donc, je me suis relevée, donc on a avancé et ça a fonctionné. À ma grande surprise, parce que moi je leur avais dit mais on fait ça, mais moi je suis sûre qu'on va se planter. Hein. Et au final non, on s'est pas planté, ça a bien marché, donc c'est vraiment très intéressant. J'ai appris beaucoup. Et puis là, boum, deuxième grosse vague, la hype de l'IA. Alors là, ça m'a beaucoup re-questionné sur le process design. Quand on sort de l'école ou quand on va dans des endroits, on se dit c'est bien, je vais faire tout comme il faut. Je vais faire de la recherche utilisateur, je vais aller analyser les besoins, je vais faire des wireframes, des task flows, après je ferai les mock-ups, je vais tester un peu. Eh ben non, là il faut y aller tout de suite, il faut être là tout de suite sur le marché parce qu'on est plusieurs à y aller. Et en plus, de toute façon, les besoins, on ne les connaît pas. Donc si on n'y va pas, on va rater le coche. Donc là, pareil, remise en question. On y va, hein, on fait des mock-ups, phase finale directe, et puis on teste. Mais c'est pas grave, parce qu'on est en mode apprentissage, on met sur le marché, on teste, il y a des choses qui prennent pas, et puis on change rapidement. Et c'est aussi l'avantage d'être en mode agile, c'est que voilà, s'il y a quelque chose qui n'a pas très bien fonctionné, qu'on n'a pas très bien designé, qu'on n'a pas très bien pensé, on a des retours immédiats, et puis on avance comme ça. Et au final, super intéressant, et ça m'a permis aussi de prendre un recul et de dire, OK, on a ce parcours un petit peu théorique, que quand on sort de l'école, on se dit c'est ce qu'il faut faire. Et puis dans la réalité, on voit bien qu'il y a des choses qui ne nous permettent pas toujours de le faire comme on veut. Ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre à la poubelle, parce que c'est très structurant pour tout comprendre et voir comment ça avance. Et puis il y a aussi une certaine maturité, parce que j'avais aussi plusieurs expériences avant qui m'ont permis d'aller plus rapidement sur des concepts et des choses que j'avais pu déjà voir. Donc voilà, c'était super intéressant et hop. Et donc voilà, pareil, j'ai rebondi et rétrospectivement, on apprend. Donc faut pas avoir peur en fait d'être bousculé, de voir des choses qui vont être différentes de ce qu'on a appris, différentes des autres expériences, parce que de toute façon, à chaque fois, c'est tout nouveau. Donc ce parcours qui est singulier d'une certaine manière, mais finalement partagé peut-être par beaucoup, et qui a été théorisé par Giraudon dans le livre Dream Team. En fait, c'est les montagnes russes du collaborateur. Donc quand on arrive, il y a un petit peu les petits couacs d'arriver, mettre le poste à jour, s'assurer que tout va bien, rencontrer les gens, etc. Donc il y a des petits ajustements. Puis après, il y a la phase, tout roule, c'est super, on vient d'arriver dans la société, on découvre plein de choses, tout le monde il est gentil, tout le monde il est merveilleux. Et puis, voilà, il y a des moments où, pouf, il y a un premier poteau noir, et après on repart, ok, c'est cool, on a passé la première étape. Et puis après, ça reprend, il y a une autre catastrophe qui arrive. Donc voilà, ça redescend. Et en fait, le plus important là maintenant, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour remonter la pente et ne pas se laisser emporter en fait par cette vague ? Donc moi, sur ça, j'ai 2 facilitateurs à vous partager, à garder en mémoire. Le premier, c'est assurer une bonne communication. Alors, je vous entends déjà dire, oui, tout le monde le dit, hein, forcément une bonne communication. Moi, je me disais ça aussi avant, sauf que je veux mettre l'emphase sur 4 points de la communication. Parce que si ces points-là dans la communication ne sont pas présents, en fait, c'est compliqué d'avancer. Et surtout, c'est tellement évident que c'est toujours quand même quelque chose qui revient partout.
Donc c'est évident, mais c'est compliqué à mettre en place. La première, pour moi, c'est la compréhension des besoins. Ça passe par la discussion avec les clients, les utilisateurs et même les équipes de conception. On parle d'abord de besoins avant de fonctionnalité. Parce que souvent, on va parler de la solution, on va avoir une vision en tête tout de suite de ah bah tiens, il y a Google qui fait ça, il y a Microsoft qui fait ça, et puis en plus, on va aller nous chercher des concepts à droite à gauche d'entreprises qui ont fait d'une certaine manière, dans un autre contexte, pour d'autres utilisateurs, etc. Donc, toujours revenir au besoin initial de quoi a besoin l'utilisateur. Un langage commun, et pas si simple non plus, parce que un même mot peut avoir des tonnes de significations différentes. Un utilisateur, ça va pas être la même chose pour un designer, pour un développeur, pour un sales, donc on va parler de clients, prospects, etc. Donc même quand on utilise le même mot, il faut s'assurer qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, parce que ça peut être divergent. Ensuite, il y a la synchronisation cognitive et opérationnelle. Donc, c'est s'assurer que tout le monde travaille dans la même direction et qu'on ne part pas sur des chemins opposés. Je vais un peu plus vite parce que je vois que le temps défile. Il y a la conception collective. Donc, on travaille tous, comme je disais tout à l'heure, dans un but commun qui est de livrer un produit de qualité. Donc, on va avoir des tâches différentes, mais on se complète. Donc, il faut s'assurer d'avancer dans cette direction. Le deuxième facilitateur qu'il faut garder en tête, c'est avoir confiance en soi. Et ça, c'est pareil, c'est pas si simple que ça de le mettre en place. Moi, j'y travaille encore. Hein. Donc, il faut arrêter de prouver notre valeur. Donc, des fois, il y a des gens qui sont hermétiques et qui veulent pas entendre ou qui sont pas prêts à entendre ou qui ont leurs propres problématiques. Eh ben, arrêtons de nous épuiser à essayer d'expliquer. Faisons et montrons ce qu'on apporte. Et ensuite, quand on va montrer les preuves d'eux, ce sera plus facile de faire bouger les choses. Ensuite, c'est planter la graine design et la laisser se développer. Là, c'est quoi? C'est identifier les alliés et promoteurs pour vous aider dans la propagation de cette culture design. Vous n'êtes pas seul. Même si je suis seule représentant de design chez Clérop, un petit love à mes fronts, Philippe et Marjorie, ils sont présents et ils me soutiennent énormément et on travaille vraiment main dans la main pour apporter vraiment la vision design. Donc, repérer ces gens-là et travailler avec eux pour que eux, de leur propre manière, vous fassent diffuser en fait la culture design. Arrêter de prendre les critiques pour soi. Et ça, c'est super compliqué, surtout quand on est en télétravail, qu'on a des retours critiques par écrit sur Figma, des phrases sans émotion. Ça, c'est dur. mais c'est pas grave, en fait. Il faut être dans l'empathie et se dire, OK, le fonctionnel, il veut la même chose que moi. Donc, s'il fait une critique, c'est que, voilà, il y a peut-être une autre priorité ou il y a peut-être autre chose qui ne va pas. Donc, il faut essayer de se déplacer et d'essayer de comprendre ce qui ne va pas pour pouvoir avancer. Donc, c'est les deux facilitateurs que je voulais vous partager. Et j'espère que vous avez appris des choses. Et n'hésitez pas à scanner le petit QR code pour faire des retours. Et s'il reste un peu de temps pour les questions, je suis disponible. Merci. Merci. Oui, on a 2-3 minutes pour des questions. Merci, c'était très intéressant. Est-ce que quelqu'un a une question? Bonjour, merci beaucoup, c'était super intéressant. Je me demandais pour l'histoire du cockpit, est-ce que quand on t'a demandé justement de faire un cockpit, tu t'es pas dit qu'il fallait prouver aux clients qui, du coup, si je comprends bien, ne sont pas les utilisateurs forcément, c'était des intermédiaires, de les confronter justement à des utilisateurs qui utilisent la version simple pour leur prouver que c'est pas forcément un cockpit qui est attendu par les utilisateurs, mais que c'est leur vision de... Voilà. Je sais pas si c'est clair. Ouais, si. En fait, c'est compliqué parce que là, moi, j'ai pas forcément accès à ces personnes-là. Donc, je suis tributaire un peu de la demande des retours commerciaux. Donc, moi, j'avais dit, en tout cas, que j'étais pas d'accord avec cette image-là. Mais voilà, j'étais prête, en tout cas, à tester parce que, par contre, j'étais très curieuse de voir l'impact que ça a.
Et je l'ai fait aussi avec des garde-fous, comme je disais tout à l'heure. Enfin, j'avais une grosse barre de boutons un peu à la Microsoft, on peut la replier. Voilà, il y avait des choses où j'avais fait en sorte que même si je complexifiais ou que je mettais à jour en fait le panel des fonctionnalités, il y avait des moyens en tout cas de ranger un peu les choses pour limiter la casse. Et après, je pense aussi, voilà, en fait, le design il évolue, le produit il évolue. Et au départ, là aujourd'hui dans une phase encore ce qu'on appelle de hook, donc il faut intéresser et susciter l'intérêt. Donc on sait que ça va réévoluer et que plus on va avoir d'utilisateurs et plus on va avoir de retours qui peut-être iront dans le sens que j'évoquais au départ, ou peut-être pas en fait. Donc ça va être à voir sur le long terme. Donc je suis curieuse aussi de voir maintenant comment ça va évoluer, parce que là on a pas mal de clients qui sont arrivés. On va avoir de plus en plus d'utilisateurs, donc ça va être intéressant de voir la suite. Peut-être on peut encore prendre une question. Non, pas de question? C'était très clair. Top. Merci beaucoup.